administratif. Et la matière du contentieux administratif, bien sûr, traditionnellement, elle est répartie entre deux types du contentieux. Alors le premier, c'est le recours en annulation pour excès de pouvoir et le recours en indemnité ou bien le recours de pleine juridiction. Mais bien sûr, avant d'entamer les caractères généraux du recours en annulation, ou bien le problème général de la responsabilité, savoir le recours en indemnité, il s'avère nécessaire bien sûr de donner bien sûr un aperçu historique sur l'évolution de la justice administrative au Maroc. Bien sûr, on va commencer par la création de la Chambre administrative de la Cour suprême et bien sûr le rôle qui a joué cette Chambre dans la cristallisation et la cristallisation de la substance du droit administratif à travers plusieurs jugements et comment le juge administratif étant que juge protecteur des droits et libertés, comment le rôle qui a bien sûr joué bien sûr dans la chambre administrative de la Cour suprême à l'époque, la Cour de cassation actuellement. Bien sûr, tout le monde est d'accord sur le rôle du juge administratif dans la protection bien sûr des droits et libertés. C'est pour ça qu'on va essayer bien sûr d'expliquer d'une manière ou d'une autre le premier recours, le recours en annulation pour excès de pouvoir. Après, on va essayer d'entamer le recours en indemnité qui est fondé sur la responsabilité, soit la responsabilité de la puissance publique ou bien la responsabilité contractuelle administrative. C'est-à-dire premièrement, c'est la responsabilité de l'État qui est fondée bien sûr sur une responsabilité pour faute de service ou bien la responsabilité, comment on dit, bien sûr la responsabilité sans faute. Et aussi, il y a la responsabilité contractuelle, c'est-à-dire comme le type du marché public, une responsabilité qui est fondée ou bien qui est née à l'occasion de l'exécution d'un contrat. Bon, le recours en annulation pour excès de pouvoir, c'est un recours de la légalité. Le juge administratif, bien sûr, il intervient pour contrôler la légalité et pour contrôler le privilège du préalable, pour contrôler les prérogatives accordées à l'administration, pour contrôler en général la légalité. Bien sûr, on sait, tous les étudiants, vous avez étudié bien sûr l'intervention de l'administration en matière de l'action publique. L'action publique, bien sûr, l'État, comment il intervient? Il intervient selon des formes et selon des moyens. Bon, parlons des formes sont les services publics et la police administrative. Les moyens sont les actes, soit un acte unilatéral, soit un acte bilatéral. Bilatéral, c'est le contrat administratif. Bien sûr, prenons l'exemple de la police administrative. La police administrative, bien sûr, l'État, bien sûr, la personne publique, elle va prendre des mesures bien sûr, pour protéger ce qu'on appelle l'ordre public. Alors, ces mesures, bien sûr, sont matérialisées et sont transposées par la prise des actes. Bien sûr, vous savez qu'il y a les actes, bien sûr, il y a plusieurs types des actes. Il y a les actes réglementaires, il y a les actes individuels, il y a les actes exécutoires, et les actes non exécutoires. Il y a aussi les ordres internes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas qualifiés comme des actes administratifs. Il y a aussi la circulaire. Tous ces types d'actes qui sont pris par l'administration, bien sûr, ne sont pas ne sont pas des actes exécutoires. Alors, pour être bien sûr un acte qui peut être contrôlé en matière d'annulation par le juge administratif, elle doit être un acte exécutoire. Mais avant d'entamer la qualité bien sûr, qui doit être liée à la nature de l'acte, bien sûr, qu'est-ce qu'on entend par, quels sont les caractères de l'excès de pouvoir? Bon, c'est parmi les caractères de généraux en annulation pour le pouvoir, c'est un cours qui existe de plein droit. Alors, c'est pas, bien sûr, c'est plein droit, bien sûr, dans le cadre de la séparation du pouvoir, bien sûr, le pouvoir judiciaire, il contrôle le pouvoir exécutif. Bien sûr, c'est parce que pour ne pas laisser l'administration, bien sûr, jouir d'une manière arbitraire, il y a le contrôle du juge. Alors, c'est un contrôle de plein droit. Le recours, bien sûr, en matière d'excès de pouvoir, n'est pas un recours qui est suspensif. Alors, si l'administration va édicter un acte
unilatéral, mais il doit être exécutoire, il va l'exécuter. Ce n'est pas la peine de recourir à la justice pour avoir un jugement, pour exécuter ces actes. Ces actes sont par leur nature, sont exécutoires. Alors, on ne peut pas, bien sûr, suspendre l'exécution des actes administratifs. C'est pour ça que le recours n'est pas suspensif. Bien sûr, on va voir la possibilité de suspension, comment on peut suspendre un acte administratif selon une procédure qui est prévue par, bien sûr, par l'article 24 de la loi 41-90, institution des juridictions administratives. Bien sûr, il y a les effets de l'acte, une fois cet acte il est annulé par le pouvoir judiciaire, c'était pas par le juge administratif, et là un effet rétroactif de l'arrêt. Après, les conditions de recevabilité, c'est-à-dire comment recevoir une requête ou bien une action contre un acte administratif pour excès de pouvoir. Bon, il y a les conditions, bien sûr, comme on peut les diviser, et comment ils sont réglementés par le Code de procédure civile, parce que ici au Maroc, on applique les dispositions du Code de procédure civile sur le contentieux administratif. Contrairement en France, il y a le Code de la justice administrative. Mais ici au Maroc, on applique toujours les dispositions du Code de procédure civile sur les litiges devant les juridictions administratives. C'est pour ça les conditions de recevabilité de l'action, c'est-à-dire sont applicables dans les litiges administratifs. Alors la première condition tenant à la qualité du requérant, c'est-à-dire quelqu'un qui sont lésés d'un acte portant grief, un acte administratif exécutoire, individuel. Bien sûr, il peut porter bien sûr une action, mais à condition qu'il aura la qualité, c'est-à-dire il n'y a pas d'action sans qualité. Aussi, il y a l'intérêt. L'intérêt, comme on dit, le principe, pas d'intérêt, pas d'action. C'est-à-dire, il y a chacun, c'est pas tout le monde, il peut, surtout pour les actes administratifs exécutoires individuels. C'est-à-dire, il touche des personnes, il touche des statuts juridiques d'une manière précise. C'est un acte administratif exécutoire, mais individuel, c'est pas collectif. Alors, il doit bien sûr toucher un intérêt personnel. Alors, la première condition procédurale au niveau de la forme. Après, bien sûr, il y a la qualité. Et deuxième chose, il y a la question de l'intérêt. C'est-à-dire, le Code de procédure civile, il a prévu une tierce opposition. Il y a une tierce opposition, par exemple, c'est l'acte administratif, malgré qu'il touche une personne bien destinée, mais en même temps, il touche une autre personne d'une manière indirecte. Cette troisième personne, elle a le droit d'intervenir au niveau de la procédure, par ce qu'on appelle la tierce opposition. Il y a aussi des conditions tenant à l'acte, ou bien tenant à la nature de l'acte attaqué. Alors, ce n'est pas tous les actes émanant de l'administration sont recevables devant les tribunaux administratifs. Il faut des conditions. La première condition, que l'acte doit émaner d'une autorité administrative. Alors, le fait de déterminer la notion d'autorité administrative, ça, c'est autre chose. Alors, c'est pour ça qu'on va exclure plusieurs actes qui sont des actes administratifs, mais ils ne remplissent pas les actes, ils ne remplissent pas la condition de leur émanation d'une autorité administrative. Par exemple, les actes du roi en matière administrative, les actes juridictionnels et les actes du gouvernement. Bien sûr, tous ces actes sont pris par des autorités, mais ne sont pas des autorités administratives. Et vous avez bien sûr étudié les actes royaux en matière administrative. Vous vous souvenez toujours l'affaire de Randa et l'affaire de Mazra'at Abdelaziz et tout ça, et comment était l'attitude de la Cour, de la Chambre administrative à l'époque, la Cour suprême actuellement, de la Chambre administrative de la Cour de cassation actuellement, comment il a motivé sa décision. Il a considéré que les actes émanant des lois ne peuvent pas être considérés comme des actes administratifs, et enfin on ne peut pas considérer que le roi est une autorité administrative. Et aussi, l'acte doit avoir un caractère de décision exécutoire. Ici, on doit distinguer les actes administratifs.
Alors les actes administratifs, comme vous l'avez étudié dans le S3, dans l'action administrative, les actes administratifs, bien sûr, sont divisés en plusieurs types d'actes. Il y a les actes administratifs exécutoires, non exécutoires, créateurs de droit, non créateurs de droit, individuels, collectifs, les actes réglementaires. Il y a les mesures d'ordre interne. Alors, les mesures internes, bien sûr, il y a les instructions, il y a la circulaire, soit interprétative ou bien réglementaire. Bon, pour que l'acte doit avoir pour être recevable, il doit premièrement, bien sûr, avoir la qualité d'une décision exécutoire et aussi une autre condition qui est nécessaire, que l'acte doit faire grief. C'est-à-dire l'acte doit être unilatéral, bien sûr. Cet acte administratif unilatéral qui est bien sûr notifié à l'intéressé doit faire grief, c'est-à-dire doit porter préjudice. Alors c'est pour ça que ou bien il a touché un statut juridique ou bien il a touché des droits individuels. À ce moment-là, l'intéressé, bien sûr, il a le droit de porter recours devant les juridictions compétentes. Alors, un autre chapitre qui est très important, c'est-à-dire quels sont les moyens d'annulation en cas d'ouverture de recours pour excès de pouvoir. Alors ici, on va se demander, le juge administratif étant que juge de l'égalité, en contrôlant cet acte administratif qui est frappé ou qui est présumé frappé d'excès de pouvoir, le juge administratif, qu'est-ce qu'il contrôle? Premièrement, il contrôle l'irrégularité externe de l'acte administratif. Alors, l'irrégularité externe de l'acte administratif, il va contrôler la question de la compétence. La compétence, c'est une condition parce que l'acte doit émaner d'une autorité administrative compétente. En cas d'incompétence, bien sûr, la compétence soit matérielle, soit territoriale, alors le juge administratif va rejeter l'acte parce qu'il n'a pas, bien sûr, il n'a pas respecté la question de la compétence. Ici, on peut être devant ce qu'on appelle l'usurpation, c'est-à-dire des actes administratifs qui sont pris par des autorités non compétentes. Aussi, il contrôle aussi les vices de forme, de procédure d'édiction de l'acte, la forme de l'acte, la motivation et la publication. Alors, bien sûr, le législateur, bien sûr, il a édicté des formalités pour la prise d'un acte administratif. Comment la procédure d'édiction, alors comment la préparation de cet acte administratif au niveau de la forme et au niveau de la motivation. Parce que l'administration, elle est appelée aujourd'hui à démontrer, à manifester les motifs qui ont poussé, ou bien qui ont poussé l'administration à prendre cette décision. Et aussi, il ne faut pas oublier que le Maroc, il y a la loi 0301 qui oblige les administrations de l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales à motiver leurs décisions. Alors, en cas de la non-motivation ou bien de fausse de motivation, alors l'acte administratif il peut être attaqué et il peut être annulé par le juge administratif. Bien sûr aussi, il y a ce qu'on appelle l'irrégularité interne de l'acte administratif. Quand on parle de l'irrégularité externe, c'est-à-dire la forme, au niveau de la forme, au niveau de la compétence, mais l'irrégularité interne de l'acte administratif, bien sûr, ça constitue ce qu'on appelle l'épine dorsale des actes administratifs. Alors, la première chose qui contrôle le juge administratif, c'est le contrôle du but. C'est-à-dire, est-ce que quel est le but et la légalité du but qui a poussé, bien sûr, l'administration à prendre cet acte administratif? Ou bien on va commettre ce qu'on appelle un détournement du pouvoir. Un détournement du pouvoir, bien sûr, c'est un détournement de la loi pour rechercher un intérêt personnel au lieu de chercher un intérêt général. Aussi, le contrôle de l'objet. Bien sûr, dans chaque acte administratif, il y a l'objet.
même si l'objet, bien sûr, doit être légal et légitime. Aussi, il y a le contrôle des motifs. On vient de dire que les motifs qui, bien sûr, qui ont poussé l'administration à prendre cette décision, les motifs se font d'une manifestation de la volonté de l'administration, ou bien l'administration va commettre une erreur de droit, ou bien erreur de fait, ou bien erreur de qualification, ou d'adaptation aux décisions, aux motifs. C'est-à-dire que la décision doit être adaptée aux motifs, c'est-à-dire les motifs qui sont manifestés par l'administration qui a pris l'acte doivent être adaptés à la décision. Bien sûr, une fois il n'y a pas ce type d'adaptation, alors l'acte administratif il peut être rejeté. C'est-à-dire s'il y a une erreur de fait, une erreur de droit, une erreur de qualification, et les motifs ils parlent d'autre chose, et l'objet de l'acte bien sûr, il parle ou bien il réglemente autre chose, ça, il y a un problème d'irrégularité externe. Bon, avant d'entamer la deuxième partie, à savoir le recours à l'indignité, on va aussi vite fait faire une petite révision avant de donner, bien sûr, d'entamer la deuxième partie, le recours à l'indignité. Bon, on a dit que le recours en annulation pour excès de pouvoir, c'est un recours, bien sûr, de plein droit. Un recours qui n'est pas suspensif, mais il est suspensif en cas des procédures qui est réglementée par l'article 24. L'article 24, bien sûr, de la loi 41-90, institution des juridictions administratives. Bien sûr, le recours est un recours en annulation. Bien sûr, l'objectif recherché, c'est quoi? C'est d'annuler une décision qui était prise par les autorités administratives. Alors, quels sont les effets de l'arrêt? Bien sûr, annulé, c'est l'effet rétroactif et l'annulation de l'autorité de la chose jugée. Alors, aussi en matière de la forme, quelles sont les conditions de recevabilité de recours pour excès de pouvoir? Alors, les conditions tenant à la qualité des requérances, c'est-à-dire c'est pas tout le monde il est habilité, il est compétent, bien sûr, à porter recours devant le juge de l'égalité, c'est-à-dire il veut bien sûr, ou bien il prétend que cet acte, c'est un acte qui fait grief, il demande son annulation, il faut la qualité, et deuxième chose, l'intérêt. Alors, l'intérêt, comme on dit, pas d'intérêt, pas d'action. Et aussi que l'acte doit émaner de l'autorité administrative. Alors, l'autorité administrative, bien sûr, on exclut plusieurs actes qui sont pris par d'autres autorités en matière administrative, mais ils ne sont pas considérés comme des actes administratifs. Par exemple, les actes pris par le roi en matière administrative, et on vous a donné l'exemple, et vous avez étudié ça, l'attitude de la Chambre administrative de la Cour suprême à l'époque, dans l'affaire Abdelhamid Randa et Mazra'at Abdelaziz, et il y a plusieurs affaires que la Chambre administrative de la Cour suprême, à l'époque Cour de cassation actuellement, elle a donné en plusieurs reprises, plusieurs jugements, il a motivé ses décisions, il n'a pas considéré que le roi, bien sûr, est une autorité administrative. Il y a les actes juridictionnels et les actes du gouvernement. Il y a aussi que l'acte aussi doit avoir une décision exécutoire. Alors, les actes qui n'ont pas la qualité des actes exécutoires ne sont pas susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Et aussi, il y a une autre exception, bien sûr, c'est l'exception de recours parallèle, qui est citée par l'article 23, parce que l'article 23 de la loi 41-90, il a institué ce qu'on appelle le recours parallèle, c'est-à-dire les parties qui peuvent avoir leurs droits, c'est-à-dire ils peuvent recourir, c'est-à-dire aux pleines juridictions, c'est-à-dire il y a la possibilité de recours parallèle. Les moyens d'annulation, bien sûr, il y a le juge administratif qui contrôle l'irrégularité externe de l'acte administratif, c'est-à-dire la forme, bien sûr, la question de la compétence, la procédure d'édiction, et la motivation et la publication, et les sanctions de la violation de la forme. Aussi, l'irrégularité interne de l'acte administratif, le contrôle et le détournement du pouvoir par
recherche d'un intérêt personnel au lieu de recherche d'un intérêt général, aussi le déterminement de la procédure. Il y a aussi le contrôle de l'objet. L'objet ou violation de la loi, il y a le contrôle des motifs, et il y a aussi les motifs, bien sûr, comme je viens de dire, que la loi aussi, bien sûr, les décisions administratives par leur nature doivent être motivées. Et aussi la loi, il y a la loi 03-01 qui oblige les administrations d'État, les établissements publics, les collectivités territoriales à motiver leurs décisions. Alors le contrôle des motifs, le juge il contrôle s'il y a une erreur de fait, erreur de droit, ou bien une erreur de qualification ou d'adaptation de la décision au motif. C'est-à-dire il cherche est-ce qu'il y a une sorte d'adaptation des motifs qui sont manifestés par l'administration qui a pris la décision, vu comparativement avec l'acte qui est pris et qui est notifié, bien sûr, qui a fait, bien sûr, l'objet de recours devant le juge administratif. La deuxième partie du cours d'aujourd'hui, comme j'ai signalé, la deuxième partie, ou bien le deuxième axe du recours, bien sûr, c'est le recours en indemnité. Alors, le recours en indemnité, le problème, bien sûr, ça pose, comme je viens de dire, ça pose le problème toujours de la responsabilité. Quand on dit le recours en indemnité, alors ici, le requérant, qu'est-ce qu'il cherche? Il ne cherche pas à annuler l'acte, mais il cherche une indemnité. Indemnité, bien sûr, qui vient de naître à l'issue d'un préjudice qui est subi par le requérant et qui accuse que l'administration qui est responsable. Alors, ce recours en indemnité, il est fondé sur la responsabilité. Alors, ici, la responsabilité, il y a la responsabilité, bien sûr, de l'État, il y a la responsabilité de la puissance publique, et aussi il y a la responsabilité personnelle des fonctionnaires, et aussi il y a la responsabilité, bien sûr, du contractuel et la responsabilité extra-contractuelle qu'on va essayer de détailler. On va donner l'exemple de la responsabilité contractuelle administrative en matière des marchés publics, puisque les deux cours sont liés et les deux cours bien sûr, sont programmés en matière de droit public, le contentieux administratif et le droit des marchés publics. Alors, la question de la responsabilité de l'État. Alors, quand on parle de la responsabilité, on va deviner quel type de responsabilité et comment est la responsabilité de l'État. Alors, la responsabilité, il y a la responsabilité pour faute de service, c'est-à-dire un fonctionnaire, c'est-à-dire en exerçant sa mission de service public, il peut commettre une faute. Cette faute, bien sûr, il porte un préjudice à quelqu'un. Ici, bien sûr, la loi, surtout le DOC, dans l'article 79 et l'article 80, bien sûr, il a cité clairement la responsabilité de l'État, de ses fonctionnaires, les fonctionnaires de l'État et des municipalités. Il faut se référer à l'article 79 et l'article 80 des obligations et des contrats. Alors, il y a la responsabilité sans faute. Il y a une responsabilité qui est née sans faute. C'est-à-dire par exemple, la responsabilité des dommages des travaux et la responsabilité, par exemple, anormale de voisinage et des activités dangereuses et le refus d'exécuter des décisions de justice. Et la responsabilité des faits des décisions administratives générales régulières. Bien sûr, il y a une certaine responsabilité qui vient de l'être, c'est une responsabilité administrative, mais une responsabilité sans faute. Bon, ce sont deux types de responsabilités où la responsabilité de l'État, elle est là. Alors, la répartition, ou bien la réparation de ce préjudice, bien sûr, il y a ici le volet procédural. Comment se fait la réparation de préjudice? La réparation de préjudice, c'est-à-dire, il y a l'action en indemnité. Bien sûr, l'action en indemnité, bien sûr, il faut bien sûr suivre l'action, bien sûr, procédurale. Comment se fait la procédure, la requête, l'ordre juridictionnel compétent? Il faut se référer, bien sûr, au code de procédure civile et aussi la loi 41-90 instituant les juridictions administratives. Mais il y a l'imputabilité. La question de l'imputabilité, c'est-à-dire le lien de causalité
entre la faute et le préjudice subi. Bien sûr, il faut la preuve de la faute. Et aussi, il y a l'indemnisation. Après, il y a la responsabilité personnelle des fonctionnaires. La responsabilité des fonctionnaires, il y a la faute personnelle. Par exemple, un fonctionnaire qui travaille dans un service, mais il commet une faute, mais ce n'est pas une faute de service, c'est une faute personnelle. Alors ici, là, il y a une faute personnelle, ce n'est pas une responsabilité de l'État, mais c'est une responsabilité personnelle des fonctionnaires. Alors il y a les rapports de la responsabilité personnelle et la responsabilité administrative. Bien sûr, il y a parfois certains mixages entre la responsabilité du fonctionnaire et la responsabilité, bien sûr, de l'administration, c'est-à-dire la faute qui a été commise, alors il y a un cumul de responsabilités. Ça, c'est la responsabilité, c'est le recours aux indemnités. Alors le recours aux indemnités, en général, on peut dire que c'est un recours qui est fondé sur la responsabilité. Et le requérant, en s'adressant ou bien en recourant au juge administratif, le juge de l'indemnité ou bien le recours de pleine juridiction, alors il demande l'indemnisation. Alors l'indemnisation, elle est fondée sur la responsabilité. La responsabilité, elle est fondée sur la preuve, le lien de causalité entre le préjudice subi et le dommage qui est entre la faute et le dommage qui est causé. Bien sûr, la responsabilité, il y a la responsabilité de l'État, soit par faute de service ou bien par sans faute de service. Et on a donné l'exemple des travaux publics. Et il y a aussi la responsabilité des fonctionnaires, c'est une responsabilité personnelle. Par exemple, il a commis une faute qui n'est pas une faute de service. Parfois, il y a une responsabilité où il y a une répartition de la responsabilité, c'est-à-dire un mixage de responsabilité ou bien un cumul de la responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de la responsabilité du fonctionnaire et un pourcentage ou bien une partie de responsabilité qui est due à l'administration. Maintenant, bien sûr, pour ajouter un autre axe de la responsabilité, parce qu'on vient de montrer, on vient bien sûr d'étudier, on vient de démontrer la responsabilité de l'État ou bien la responsabilité administrative dans le cadre de recours à l'indemnité, mais une responsabilité qui est fondée, mais bien sûr, un recours qui est fondé sur la responsabilité de l'État ou bien la responsabilité de la puissance publique, soit il est fondé par faute de service, ou bien sans faute, ou bien par la faute des fonctionnaires, ou bien les responsabilités bien sûr personnelles des fonctionnaires, ou bien dans le cadre d'un cumul de responsabilités. Mais maintenant, il y a une autre responsabilité qui s'inscrit aussi dans la sphère du recours aux indemnités, à savoir la responsabilité contractuelle administrative. Alors, une responsabilité, bien sûr, naissant à l'occasion d'exécution des contrats. On a dit, par exemple, en matière des marchés publics, on n'a pas entamé la question du recours aux indemnités, ou bien le contentieux du marché public, parce que c'est un contentieux aux indemnités, mais le recours, ou bien le contentieux du marché public, c'est un recours spécial qui regroupe deux types de contentieux. Il y a le recours en annulation, il y a le recours en indemnité ou bien le recours en pleine juridiction. Mais ça pose la question, comment on peut parler d'un recours en annulation ou bien un recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle? Bien sûr, par exemple, on ne peut pas concevoir, parce qu'on vient de citer le recours en annulation ou bien le recours pour excès de pouvoir, parmi les conditions de recevabilité, il faut que l'acte doit être exécutoire et qu'il doit être émané d'une autorité administrative. Ici, on est devant un contrat, dans un acte administratif bilatéral, c'est-à-dire un contrat. Alors, si le juge de contrat, si le juge de pleine juridiction qui est compétent. Mais il y a possibilité de ce mixage, ce qu'on appelle la théorie des actes détachables. Alors, on peut parler des actes détachables, c'est-à-dire les actes qui peuvent être détachés des contrats et peuvent faire objet, bien sûr, d'un recours pour excès de pouvoir. Alors, les actes détachables, bien sûr, on va toujours, pour mieux comprendre, il faut toujours se référer à l'histoire. La théorie des actes détachables vient de paraître la première fois en France, avec l'arrêt de 1905, l'arrêt Martin.
le Conseil d'État, bien sûr, il a accepté le recours de M. Martin, bien sûr, il a porté recours d'un acte administratif séparément des contrats. Et le Conseil d'État, bien sûr, il a accepté. Mais avec l'évolution, et comme on dit toujours, bien sûr, et le rôle du juge administratif en France, comment il a, bien sûr, il a accompagné, il a évolué la théorie des actes détachables, mais la théorie des actes détachables, bien sûr, il a connu une grande évolution en France avec l'apparition de plusieurs jugements, surtout l'acte de société de signalisation et pour le PES, il y a aussi le dernier jugement qui a redéfini la théorie des actes détachables, qui vient de paraître le 4 avril 2014, Eran Egal. Cet arrêt qui est rendu par le Conseil d'État français, bien sûr, on peut dire qu'il y a aussi, on peut parler aujourd'hui de la mort de la théorie des actes détachables, c'est-à-dire la justice administrative en France, il a autorisé bien sûr de recourir au juge du contrat et porter les deux recours, c'est-à-dire le recours en annulation et le recours en indignité devant un seul juge. Mais ce que nous intéresse ici aujourd'hui, c'est la question des actes détachables. Qu'est-ce qu'on entend par un acte détachable? Un acte détachable, c'est un acte qui peut être détaché, parce qu'il parle des actes détachables et des actes attachables. Les actes qui peuvent faire objet d'un recours pour excès de pouvoir, ce sont les actes qui peuvent être détachés des contrats et qui sont pris à l'occasion de l'exécution ou bien de la conclusion. On va commencer bien par la conclusion, après il y a l'exécution. À l'occasion, bien sûr, de cette opération de conclusion et d'exécution, alors l'administration, il va prendre des actes administratifs. Alors si ces actes portent grief, alors ils peuvent faire objet d'un recours pour excès de pouvoir isolément du contrat. Alors, on va parler des actes qui sont pris par l'administration lors de la conclusion du contrat et les actes détachables qui peuvent être pris par l'administration, bien sûr, lors de l'exécution du contrat. Ce sont des actes qui sont pris par l'administration et qui ont porté, par exemple, je vais vous donner un exemple, par exemple, les actes qui sont pris par la commission d'ouverture publique, comme on a vu l'autre fois, les actes qui ont évincé un concurrent. Alors ce concurrent, il peut porter recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, c'est-à-dire pour annuler cet acte d'éviction. C'est-à-dire qu'il est éliminé par la commission d'ouverture publique d'une manière arbitraire. Ou bien un acte qui est pris lors de l'exécution et qui est jugé par le contractant avec l'administration que c'est un acte arbitraire. Mais il peut, bien sûr, être isolé, il peut être, bien sûr, présenté en matière de recours pour excès de pouvoir d'une manière isolée par le contractant avec l'administration. Ça, le mixage qu'on peut parler, bien sûr, on peut parler de ce mixage au niveau des contentieux en matière de marché public, c'est-à-dire on peut c'est-à-dire parler de deux types de recours. Le recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables et le recours de pleine juridiction ou bien le recours en indignité contre l'exécution des contrats ou bien la responsabilité administrative contractuelle, c'est-à-dire la responsabilité de l'État en matière administrative, la responsabilité de l'État naissant à l'occasion de l'exécution d'un contrat administratif. Ça, on va le réserver bien sûr pour la deuxième partie. Bien sûr, la responsabilité contractuelle administrative, comme je viens de dire, que c'est une responsabilité qui est née à l'occasion du contrat, à l'occasion de l'exécution des contrats bien sûr des marchés publics. C'est pas comme, bien sûr, la responsabilité administrative qui est fondée sur une faute de service, ou bien une responsabilité qui est fondée sur sans faute, ou bien la responsabilité personnelle des fonctionnaires, ou bien où il y a un cumul de responsabilité entre la faute personnelle et la faute de l'administration. C'est une responsabilité qui est fondée sur le contrat. Alors, en cas, par exemple, l'autre fois, quand on a parlé des prérogatives accordées à l'administration,
on a dit que l'administration, ou bien le maître d'ouvrage, il a le droit de faire une résiliation unilatérale et une modification unilatérale. La modification unilatérale, c'est-à-dire il peut modifier, bien sûr, la masse des travaux, ou bien augmenter la masse des travaux. La résiliation, il peut résilier pour motif d'intérêt général, ou bien il peut modifier, résilier le contrat du marché par exemple, après mise en demeure, ou bien c'est-à-dire après, par exemple, dans le cas où, bien sûr, l'administration, le contractant avec l'administration n'exécute pas bien ses obligations contractuelles, alors ce lien contractuel, bien sûr, il donne la naissance, bien sûr, la naissance d'un litige. Bien sûr que le contractant avec l'administration, il va recourir au juge d'indemnité, il va prétendre, le juge du contrat, il va recourir, bien sûr, au juge du contrat pour prétendre que l'administration, elle est responsable du préjudice subi. C'est-à-dire la résiliation qui était effectuée par l'administration ou bien la modification dans la base des travaux dans le cadre de la résiliation, de la modification unilatérale. La modification, bien sûr, elle a dépassé énormément, il a dépassé 50%, c'est-à-dire il y a une impossibilité d'exécuter le marché, chose qui a poussé le contractant avec l'administration à demander la résiliation à son initiative, ou bien il a fait entrer bien sûr le contractant avec l'administration dans un cercle vicieux. À ce moment-là, il va prétendre que l'administration elle est responsable. Mais cette responsabilité, bien sûr, elle est née, c'est-à-dire à l'occasion de l'exécution des contrats. Bon, ici, c'est le juge d'indemnité, le juge du contrat, bien sûr, qui va apprécier la responsabilité, soit de l'État, ou bien la responsabilité de ce contractant. C'est-à-dire, il faut, bien sûr, il va apprécier, bien sûr, le pouvoir qui est, bien sûr, le pouvoir qui est exercé par l'administration étant que l'administration qui détient un privilège de préalable, qui détient bien sûr un pouvoir d'appréciation, qui a recouru à la résiliation, l'administration qui a recouru à la modification de la base des travaux, c'est-à-dire comment il a utilisé ce pouvoir. Une fois ce pouvoir il a été utilisé d'une manière arbitraire, ou bien la décision elle était bien sûr utilisée d'une manière arbitraire, à ce moment-là, bien sûr, il va juger en faveur du contractant avec l'administration et il va déclarer la responsabilité du maître d'ouvrage, c'est-à-dire la responsabilité de l'administration. Mais la question qui se pose ici, il y a ce qu'on appelle la responsabilité fondée sur des motifs extra-contractuels, ou bien la responsabilité extra-contractuelle. Qu'est-ce qu'on entend par la responsabilité extra-contractuelle? Cette responsabilité, elle est fondée sur des motifs ou bien des événements hors de la volonté des deux contractants. C'est-à-dire, c'est pas l'administration qui est bien sûr qui est responsable, et c'est pas bien sûr le contractant avec l'administration qui est responsable. On appelle autrefois, on a donné les exemples, bien sûr, de plusieurs faits, plusieurs événements qui ont causé la rupture et la résiliation du lien contractuel et l'arrêt des travaux, et bien sûr, il y a un grand préjudice qui est subi par le contractant. Alors, la doctrine, bien sûr, elle a essayé d'instituer plusieurs théories. Comme on a dit, il y a la théorie des fils du prince, il y a ces gestions imprévues, il y a le cas de force majeure et le cas fortuit. C'est-à-dire qu'il y a des événements, par exemple, qui ont poussé l'administration à arrêter les travaux. Bien sûr, on peut aussi les requalifier, bien sûr, ces événements par des aléas. Parce que quand on parle de l'aléa administratif, c'est-à-dire il y a des causes administratives, on a donné l'autre fois l'exemple du fils du prince, c'est-à-dire un fait émanant de l'administration, pour des événements ou bien pour des motifs qui sont hors volonté de l'administration qui a signé le contrat du marché. Il y a aussi l'aléa technique, c'est-à-dire il y a une impossibilité technique d'exécuter par exemple les travaux. Par exemple, un marché des travaux, par exemple la construction d'un grand édifice ou bien d'un monument historique ou bien n'importe quel soit l'objet du marché. Par exemple, si l'entrepreneur il va commencer les travaux ou bien à creuser, il va trouver par exemple une nappe phréatique. Alors, techniquement, il est impossible
il est impossible d'exécuter ce projet. Alors on va recourir à la résiliation du marché. Alors ici, il y a certains dommages que l'entreprise va le subir. Mais ici, l'administration n'est pas responsable. Alors, c'est une cause qui est extra-contractuelle, que l'administration n'a pas. Bien sûr que l'administration, elle n'est pas responsable. Aussi, il y a ce qu'on appelle la LIA économique. La LIA économique, c'est-à-dire économiquement, on ne peut pas exécuter les travaux. Par exemple, on va passer le marché avec des prix qui sont bien clairs. Si tous les prix des matières qui sont connus dans le marché international, le prix de pétrole, le prix de zinc, le prix de fer, le prix de briques, de ciment et tout ça, bon, il y a un changement. Après 2 mois, bien 3 mois de l'ordre de service, il a commencé à entamer les travaux. Après, il y a un changement fatal, un changement brutal qui vient de paraître, qui vient d'être déclenché au niveau du marché international. Bien sûr, il y a la question de la révision des prix. Mais parfois, la révision des prix ne peut pas ajuster, par exemple quand il y a un changement ou bien une surélévation brutale des prix, ou bien pour des raisons politiques, ou bien pour d'autres raisons économiques, l'État a décidé, bien sûr, de faire un virement ou bien un transfert de toutes sortes de budgets pour liquider des dépenses qui ont un aspect urgent. Alors économiquement, on ne peut pas exécuter le marché. Ça, c'est l'ALIA économique. Alors l'ALIA administrative, l'ALIA technique et l'ALIA économique, ce sont des motifs, bien sûr, et qui sont des causes extra-contractuelles qui ne dégagent pas la responsabilité de l'administration, mais la responsabilité des co-contractants. Alors, pour le recours administratif, ou bien le recours, comme on vient de dire, c'est-à-dire pour finir, on va faire une petite révision. On va commencer bien sûr par le recours pour excès de pouvoir, après le recours en indemnité, et finalement le recours, bien sûr, en matière du marché public, c'est-à-dire le recours contractuel et la question des actes détachants. Alors on a dit que le recours en annulation de pouvoir, c'est un recours de plein droit. C'est-à-dire, le recours de plein droit, il a des conditions de recevabilité. Parmi les conditions de recevabilité, bien sûr, le législateur et la Cour de procédure civile, il a imposé des conditions de recevabilité de l'action, bien de la requête, les questions de l'intérêt, la condition de la qualité, et aussi à l'exception de l'existence du recours parallèle. Alors s'il y a la possibilité de recours parallèle, c'est-à-dire c'est pas la peine de recours au juge administratif. Sachant, il y a une remarque que j'ai oublié de le faire, que le législateur marocain, il a exonéré le recours pour excès de pouvoir de la taxe judiciaire. C'est une action qui est populaire, une action qui est exonérée de toutes sortes d'actes, de taxes judiciaires. Alors on a aussi vu les moyens d'annulation, c'est-à-dire le juge administratif qui contrôle l'irrégularité interne et l'irrégularité externe de l'acte administratif, surtout la question de l'objet et la question des motifs, surtout la motivation, parce que la motivation aujourd'hui, comme je viens de dire, elle est aussi réglementée par la loi 0301 qui oblige les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales à obliger leur jugement. Aussi, on a vu le contrôle en indemnité ou bien le contrôle de pré-juridiction. Alors ici, on pose la question sur la responsabilité de l'État. On a essayé de faire plusieurs types de responsabilités. La responsabilité de la puissance publique. Après, il y a une sorte de responsabilité qui est fondée sur la faute. Il y a la responsabilité sans faute. Et aussi, il y a la responsabilité personnelle des fonctionnaires. Il y a une sorte de responsabilité où il y a un cumul de 2 responsabilités de fonctionnaires et la responsabilité de l'administration. En matière de contentieux du marché public, alors on a réparti le contentieux en 2 chapitres. On a essayé de donner un aperçu historique sur l'évolution et sur l'apparition et l'évolution de la théorie des actes détachables, en commençant par l'acte de 1905 de Martin jusqu'à la dernière décision de Eran et Garan de 4 avril 2014. Et on a essayé de qualifier
les actes détachables, c'est-à-dire les actes qui peuvent être détachés des contrats, et les actes de conclusion et les actes d'exécution. Et aussi, on a bien sûr essayé de donner bien sûr des exemptions, le fondement bien sûr de la responsabilité contractuelle administrative en cas de résiliation unilatérale et en cas de modification unilatérale, c'est-à-dire il faut émanant de l'administration, et il faut toujours poser la question de l'existence, est-ce qu'il y a l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par l'administration et le préjudice subi. Après, il y a ce qu'on appelle les fautes extra-contractuelles, ou bien la responsabilité extra-contractuelle. Cette responsabilité extra-contractuelle qui est fondée sur des motifs extra-contractuels, c'est-à-dire hors du contrat, hors de la volonté contractuelle des deux parties, de l'administration et des contractants avec l'administration. Et on a donné, bien sûr, plusieurs théories qui sont instituées par la doctrine administrative, à savoir le fait du principe de gestion attribuée, le cas de force majeure et le cas fortuit. Et on a donné plusieurs exemples qu'on les appelle les aléas. On y a l'aléa administratif, l'aléa économique et l'aléa technique. J'espère que vous avez bien bénéficié de ce cours de contentieux administratif. On a essayé de vous donner, bien sûr l'essentiel du titre, et de ce titre que, bien sûr, vous avez, bien sûr, le temps, et vous avez, bien sûr, la possibilité de recourir à autre ouvrage, bien sûr, pour mieux s'approfondir sur la notion de recours administratif, en général, soit le recours en indemnité, ou bien soit le recours pour excès de pouvoir, ou bien le recours en indemnité, ou bien le recours de pleine juridiction. Je vous remercie.